Le début de la journée. On va faire Tanabrou jusqu'à Vardo. Vardo, qui est la ville la plus au nord et est à la fois de la Norvège et donc de l'Union européenne. Et voilà, il nous reste 140 km. Yassai. On vient juste d'être déposé à Vasdo et il y avait un camping-car sur là où on a été déposé et le camping-car nous prend pour aller à Vardo. Si c'est pas génial. On a fait un petit stop avec les Allemands du camping-car. Un tout petit village. Très mignon. J'ai impressionné comment c'est super haut les pontons. Beaucoup plus haut qu'en Bretagne. Comme s'il y avait plus de marée. Je sais pas. Jusqu'à Vardo, on va prendre un tunnel sous-marin à 90 mètres de profondeur. Et voilà, on est arrivé au nord-est, nord-est de Vasco. Et maintenant il y a les îles devant.
Ouais, jeter un coup d'œil en drone. Bah, au final, on aura passé une journée de fou à traverser toute cette côte nord-est avec fail avec ses frères et ses sœurs allemands dans leur camping-car. Et là, on est arrivé du coup ce soir jusqu'à Hummingbird, qui est encore après Vasco, sur le long de la côte. Tout petit village perdu. Je mettrai quelques plans drone, c'était très stylé. Alors on va faire le tour un peu de l'île. Trop cool, hein? Ouais. Avec les camping-caristes. On commençait un peu à maudire les camping-caristes parce que on voyait qu'il y en avait plein qui passaient, qui nous prenaient pas en stop. C'est les premiers qui nous prennent en stop depuis le début du trip. Et on voyait qu'il y avait, à chaque fois, ils avaient des places derrière et tout, enfin beaucoup de fois. Et on se demandait pourquoi ils nous prenaient pas, etc. Et pile quand on commençait un peu à les maudire, là, bim, ce midi là, il y en a qui nous ont pris. Mais je pense qu'ils avaient la flemme aussi parce que faut sortir les ceintures, t'as vu, faut tout détacher les machins pour sortir les ceintures qui sont cachées derrière les sièges arrière. Ouais, c'est vrai qu'eux, quand on est rentré dedans, il a dû un peu modifier la banquette et tout pour qu'ils puissent mettre les ceintures de sécurité et tout. Mais bon, ouais, on maudissait, on était en mode ouais, c'est retraité et tout, ils ont tout leur temps, ils peuvent bien prendre des jeunes en stop et tout. Et bim. Voilà. On va essayer d'aller voir s'il y a des oiseaux. J'ai vu des huîtriers épis tout à l'heure. Et aussi tout à l'heure à Vasco, il y avait plein de sternes. C'était très cool. C'est vraiment... Apparemment, il y a il y a eu plusieurs années où les expéditions pour Mars, c'était pour Mars ou pour la Lune, je sais plus, les entraînements physiques des astronautes, ils les ont fait ici parce que c'est tellement rocailleux, c'est tellement le bordel que c'est parfait pour leur entraînement physique. Ils sont venus pas mal de fois ici dans cette région de Vasco et Hummingbird. Franchement, c'était incroyable tout à l'heure, la pierre elle était rouge et tout. Voilà. T'as fait une découverte, Justy? On mettait des déchets. Ah ouais. Petite poubelle improvisée. Bon bah, continue la balade. Salut! L'endroit n'est pas du tout comme hier. Il y a la tempête qui s'est levée. Et on dirait que c'est un endroit hostile. Et là-bas, il y a tout un petit troupeau de rennes.
matin, j'ai emmené Justine au parc. Tu t'amuses bien, Justine? Ouais. Oui! Le petit village de Humminberg. Wow! Alors ce que vous voyez en haut là, le toit végétalisé, ça c'est dans la tradition norvégienne depuis le Moyen-Âge. Et en fait, alors là je sais pas, on n'arrive pas trop à voir, mais normalement ils mettent des écorces de bouleau. Là, si on arrive à voir en blanc là. Tac. Ils mettent des écorces de bouleau, des troncs en longues feuilles et ils en mettent jusqu'à 60 couches. Et par-dessus, ils mettent un peu de terre et ils font pousser le toit végétalisé comme ça. Et ça permet donc d'isoler quoi les bâtisses. Et en plus c'est trop stylé. Là on voit que c'est une vieille bâtisse quoi. Et que la plupart des nouvelles maisons n'ont pas... Non, la plupart des nouvelles... toutes les nouvelles maisons n'ont pas repris cette tradition d'isolation. Le village est bien canon. Là-bas aussi, il y en a plein d'autres. Et c'est des vieux bâtiments aussi. À l'époque de l'histoire. Telegraph Expedition. Avec un énorme bâtiment en bois comme ça. On pourrait croire qu'il y a un saloon pas très loin quoi. Il y a des petites photos sur la grande maison d'expédition. 18 mars 1896, la première photo. En sachant que le cimetière qu'on a croisé, il date de 1906. Donc à mon avis, c'était l'un des tout premiers bâtiments du village. Et qui devait servir de bâtiment principal. S'ils sont pas mimi, ni deux petits grands-parents. Ah, avec la neige là, en 1896. Trop cool. C'est la cabane du pêcheur.
pourrais ne pas m'arrêter de filmer tellement c'est kawaii et rempli d'histoire, quoi. Les bâtiments semblent remplis d'histoire et de tempêtes et de neige. Et ça, c'est le petit port de Humminberg. C'est la petite cale, je crois qu'il y en a, vraiment un petit port un peu plus loin. Et là, on va aller voir au bout de l'île bunker et canon d'artillerie allemand. Les Boches, ils sont allés construire jusqu'au bout du monde. Enfin, franchement, là, à Humminberg, on est on est vraiment loin de tout. Et ils sont allés construire jusqu'à là-bas, c'est ouf. Dans la Seconde Guerre mondiale. On va aller voir ça. Il faut savoir aussi que pour habiter, si tu habites dans cette partie extrême nord de la Norvège, tout autour du Cap Nord et ici par exemple, l'État il te verse des aides pour venir habiter ici, pour avoir un logement, et aussi il te verse 50 000 €, il disait, nous racontait un pêcheur norvégien, si tu avais un enfant. Parce qu'ici la vie est vraiment ultra rude. Il y a 3-4 mois où ils peuvent un peu sortir l'été, et après il y a 8 mois où c'est tempête, neige, tu peux plus faire grand chose, quoi. Et là on arrive au bunker allemand. Donc c'était un bunker d'artillerie essentiellement. C'était sans doute plus pour ouais, voilà, ici c'était l'emplacement à canon. À mon avis, l'utilité devait être plus pour descendre des navires. Là, il y avait des gros canons. On a mis les gros canons. Peut-être qu'ils l'ont juste mis là pour avoir une belle vue, hein. Possible. Au bout du monde! On est arrivé au petit port. Sur pilotis. Et ici ils font sécher le poisson. C'est beau.
café. S'il y en a un. On est rentré dans un café à Hummingbird, toujours. Et il nous a montré, il y a des photos très anciennes de la ville, du petit village. Et si vous arrivez à voir là, tout le village, là, tout ça, là, tous les petites barres en bois, c'est pour faire du poisson séché. Dans les années 30, 40, 50, jusqu'à 60, le village il vivait que de ça. Et tout ça c'était exporté en Afrique, particulièrement au Nigeria. Parce que là-bas ils adorent le poisson séché, ils le font moudre et ils en font de la poudre. Ils en font de la poudre à poisson et c'est super protéiné. Et voilà. C'est ouf de se dire que le village il vivait complètement sur l'Afrique qui est si loin d'ici quoi. C'est fou. C'était la petite histoire de Hummingbird. Bon, nous, je pense qu'on va reprendre la route. On a repris la route de Hummingbird jusqu'à Meham. Meham qui est une sorte de cap nord en soi. Et il y a environ 500 km je crois entre les deux. Et on a refait la route avec des amis allemands, camping-caristes, ils ont pris. Et là on s'est arrêté à 2 heures de Meham. Le Meham, ça flotte à mort. Mais bon, on a déjà mis la tente. On s'est arrêté là-bas, un petit port de pêche. Il y a des têtes de poissons qui sèchent. Enfin là, ils sèchent pas trop du coup, je pense. Mais... Tout au fond, on voit des glaciers. Ouais. Je sais pas si vous voyez sur la GoPro. Il pleut, mais bon. C'est sauvage. Ah, c'est sauvage, on kiffe trop hein. Quand c'est sauvage, hein, on s'en fout qu'il pleuve. Ouais, on s'en fout. Et là, au petit village de pêcheurs où on est, il y a tout un barda de bois comme ça aligné. Et je pense que c'est les vestiges d'un endroit où ils faisaient sécher le poisson. Comme à Hummingbird qu'on a vu sur la photo tout à l'heure. Jadis, un peu plus loin on a trouvé ça, la structure pour faire sécher les poissons. On peut voir à quoi ça ressemblait. On voit que c'est bien abandonné quoi maintenant. Voilà, il a plu toute la nuit. Toute la tente était trempée. Le matelas, les duvets. Mais au final il s'est arrêté de pleuvoir, je sais pas, vers 4-5 heures. Je pense que juste, je sais pas, avec le vent, la chaleur de notre corps, tout a séché. Même les duvets. Les matelas restent encore un peu humides. Il y a une super vue sur... Ja, powiedz. Nous sommes arrivés au phare de Meham.
Ménéam d'ailleurs, qui fait penser à Ménez-Am, qui est un petit village de pêcheurs sur la côte nord de Bretagne. Enfin, la côte nord de Brest, sur la côte des légendes. Il est bien stylé, hein, rouge et blanc. Moi, le phare, il me fait penser à la fusée de Tintin. Objectif lune. Bien cool. Et du coup, en fait, c'est à peu près comme si on était au Cap Nord. Donc si on prend vers le nord, là-bas, il y a l'Arctique, quoi. Il y a des banquises et des ours polaires. Voilà, bien cool. Ah bah au phare, il y a une carte du nord de la Norvège. Et du coup là on peut voir qu'on est allé à Vardø et Hamminberg. Puis après on a fait tout le tour comme ça. On est revenu à Tanabru qui est vers là. Et là on a tout remonté ici pour aller jusqu'à Mehamn. Et là du coup on est au phare à côté de Mehamn, du village de Gamvik, qui s'appelle Sletnes Fyrstation. Et encore à gauche, du coup au nord, là il y a le Cap Nord. Après sur la carte ils ont mis qu'on était plus au nord qu'au Cap Nord. Je pense que c'est un peu c'est un peu pour se la montrer, quoi. Pour se la montrer. C'est la bataille de qui est le plus au nord ici. Il fait 39 mètres de haut le phare. Le phare fait 39 mètres de haut. Et ils l'ont construit parce que la mer, en fait, ici, même à plus de 100 mètres des côtes, est très peu profonde. Très peu profonde. Et il n'y a que 2 à 3 mètres de fond, même à plus de 100 mètres des côtes. Donc ça a dû faire pas mal de crash tout ça. Unaluvix. Ça c'est Unaluvix avec le phare. On est allé le long de la côte au bout du phare. Et apparemment, pendant l'automne 44, là où l'armée rouge de Russie a libéré les Norvégiens des nazis, il y a une famille de 5 qui se sont réfugiés, on pense que c'est là du coup, dans le tumulus. Et en fait c'était un bateau, ou alors c'est un peu plus loin, mais c'était un bateau, c'était une épave. Et ils ont retourné le truc, la famille, et ils se sont abrités dedans le temps d'un petit mois pour échapper aux nazis qui faisaient la technique de la terre brûlée quand ils ont battu en retraite. En Norvège, ils ont tout défoncé, quoi, les villes et les villages, en faisant la technique de la terre brûlée. Donc les Norvégiens se planquaient pendant ces mois d'automne 44. Sacré spot pour se planquer. Parmi les phoques et les mouettes et les aigles marins. J'espère qu'on arrivera à en filmer. Justine est partie dormir. Je vais essayer d'aller faire de la vidéo d'aigle ou de phoque le long de la côte. Et après j'irai dodo. Allez, vamos.